Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Je ne suis pas là ce week-end, donc je tourne un petit peu ce Texama Show à l'avance, donc je tiens à le préciser. Donc, la première news, on va commencer tout de suite, c'est au niveau d'AMD Ryzen. Donc AMD Ryzen est sorti officiellement. J'ai fait une vidéo spéciale il y a quelques jours qui a dû sortir. Là, je tourne cette vidéo juste après l'avoir tournée, hein, juste pour information. En conclusion, pour ceux qui ne veulent pas tout regarder la vidéo, c'est que AMD Ryzen se débrouille un petit peu moins au niveau gaming comme on l'imaginait, et que c'est surtout un processeur qui est orienté pour ceux qui veulent utiliser véritablement la puissance de tous les cœurs du CPU, tout simplement. Je vous mettrai dans la description cet article par Cocotland qui vous résume tous les tests des sites français, et vous avez aussi un test normalement préliminaire sur le site de Cocotland, donc ça devrait être assez intéressant pour ceux qui veulent juste un petit peu voir les tests disponibles. Dans tous les cas, on va passer directement à l'autre news, la GTX 1080 Ti. Donc, je vous l'avais dit, enfin, il me semble l'avoir dit. Bon, en tout cas, bref, je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutaient, mais quand la Titan X est sortie, la deuxième Titan X, Nvidia allait forcément sortir une 1080 Ti. Donc, ils l'ont annoncé officiellement lors de la Game Developer Conference, qui était là quelques jours. Je pense que vous avez peut-être dû voir quelques informations là-dessus. Donc, la 1080 Ti, ce sera une Titan X légèrement un petit peu castrée par certains endroits. Donc, elle n'aura que 11 Go de mémoire, par exemple, ce qui est largement suffisant. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle, bon, c'est le prix en dollars. Elle sortira à 699 $, ce qui est exactement le même prix de sortie que la GTX 1080. Donc, si tout se passe bien, elle va juste la remplacer. Mais on sait tous qu'il va avoir une sorte de surpris. Donc, j'ai pu voir les GTX 1080 pour information en Europe, en tout cas, sur les sites français. Les moins chers sont à un petit peu plus de 600 €. J'en ai vu qui ont commencé à diminuer sous la barre des 600 €. Je pense que c'est en prévision de la 1080 Ti. Et les plus grosses, on va dire, les plus haut de gamme sont environ à 700 €. Donc, on verra. Une chose est sûre, c'est que je suis sûr et certain, c'est qu'elles sortiront plus chères qu'elles ne devraient l'être. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'ils annoncent souvent un prix et le prix n'est jamais respecté. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon. Par contre, on a quelques petites infos et qui sont pas mal intéressantes. C'est qu'elle a une fréquence de fonctionnement beaucoup plus haute que la Titan X. Donc, elle sera en fait limite plus performante, mais il faudra voir les tests. En tout cas, ils l'annoncent 35% plus rapide que la 1080, ce qui est leur plus grosse différence de performance entre on va dire X80 Ti et une X80 tout court. Donc, par exemple, entre la GTX 780 et la 780 Ti, il y avait moins de 35% de performance, il me semble que c'était 16%, je ne sais plus exactement. Entre la 980 et la 980 Ti, c'était un peu plus de 20%. Et maintenant, avec la 1080 Ti, c'est, comme je vous l'ai dit, 35%. Après, ce sont les chiffres officiels de Nvidia, donc ça veut pas dire grand chose parce que en général c'est juste ils prennent les meilleurs bench possibles et tout ça. Donc faudra attendre la review officielle pour en être vraiment sûr. Une chose est sûre, c'est que ce sera certainement l'une des cartes les plus performantes. Elle sera plus performante qu'une Titan X parce que la Titan X est limitée par son refroidissement de base. Les constructeurs de cartes graphiques n'ont pas le droit de changer le refroidissement de la Titan X. Le seul moyen d'avoir une Titan X vraiment performante, c'est de mettre un water block par-dessus. Et du coup, la 1080 Ti sera forcément plus performante parce elle sera mieux refroidie, elle boostera plus haut et tout ça. D'ailleurs, Nvidia a même amélioré le système de refroidissement de base apparemment de la Founder Edition pour qu'il soit encore plus performant. Donc, à voir ce que ça donne. Par exemple, ils ont retiré aussi des entrées vidéo à l'arrière. Il y en a toujours 4. Hein. Il y a 3 DisplayPort et un HDMI pour qu'il y ait plus d'aération. Donc ça, c'est toujours pratique pour que l'air puisse sortir quand même. Mais globalement, vous voyez que ça reste à peu près la même carte. J'ai une 1080 Founder Edition, je peux vous dire que je vois pas beaucoup de différence, à part que, oui, elle a l'air de mieux respirer à l'arrière, et le radiateur est un petit peu plus grand. Apparemment, ils ont amélioré aussi le radiateur au niveau du refroidissement, qui est toujours une chambre à vapeur, pour information. Ça fait très longtemps qu'ils utilisent des chambres à vapeur. Il me semble qu'ils avaient commencé. Non, Est-ce qu'ils avaient commencé avec la GTX 480? Je ne sais plus exactement. En tout cas, sur la GTX 580, c'est sûr, il y avait une chambre à vapeur. Donc ça fait depuis pas mal de temps. Ils ont juste amélioré de plus en plus au fil du temps. Après, ça reste... pour avoir une Founder Edition en 1080, je peux vous dire que c'est largement pas le meilleur refroidissement et que
Si vous comptez acheter ce genre de carte, il faudra attendre les refroidissements custom qui seront fournis par MSI, Asus, EVGA, toutes les grandes marques qui distribuent les cartes graphiques pour Nvidia, tout simplement. Mais bon. Donc la grosse question, c'est juste, est-ce que ça sortira vraiment au prix annoncé? Si oui, bah, je veux dire, si vous avez ce genre de budget, bah, c'est une bonne carte. Bah, et de toute manière, si vous considérez que c'est trop pour une carte, on sait très bien que vous n'en avez pas pour votre argent dans ce genre de carte, ok? On va être honnête, vous n'en avez pas pour votre argent. C'est clairement on va dire un petit peu un caprice que les gens se font en achetant ce genre de carte ou juste parce qu'ils veulent les meilleures performances possibles. Une chose est sûre, c'est que ce sera la carte la plus puissante au monde au niveau gaming et tout ça. Donc voilà. Et par la même occasion, ça c'est intéressant, ils ont annoncé une nouvelle version de la 1080 et de la GTX 1060. Donc en fait, c'est juste, en fait, les 1060 et les 1080 à partir de maintenant auront des nouvelles puces mémoire qui vont un peu plus haut au niveau fréquence. Donc ça leur permettra d'avoir des meilleures performances en jeu. Donc c'est sympathique, je veux dire, c'est une upgrade de performance gratuite comme ça, parce qu'ils ne changeront pas le prix de la 1060 pour autant. Et la 1080, évidemment, elle va descendre vers les 500 € apparemment, c'est ce qu'ils annoncent. Normalement, elle devrait être à 500 €, donc la 1070 aussi devrait baisser, donc ça c'est assez intéressant, parce que je pense que la plus intéressante, c'est la 1070, parce que c'est elle qui offre les meilleures performances, mais qui reste raisonnable, entre guillemets, niveau prix. Après, celle qui a toujours le meilleur rapport performance-prix, ça reste la 1060 pour information. Donc voilà. Et AMD a des très bonnes cartes graphiques aussi à ce prix-là. Vous avez la 480, la RX 480 qui est quand même pas mal. Et aussi la RX 470 qui est certainement la plus intéressante parce qu'elle est pratiquement au niveau d'une 480, mais elle est beaucoup moins chère. Donc voilà, juste pour des petites informations. Donc ça arrivera. Elle a été annoncée, mais l'annonce officielle, ce sera... oui, elle a été annoncée, mais la sortie officielle, ce sera... Je sais plus exactement où, j'ai oublié cette information assez importante quand même. Ça arrivera. Ça arrivera. Je ferai certainement une vidéo le jour de la sortie ou autre chose. Si j'arrive à mettre la main dessus, ben, je vous ferai une vidéo dessus, mais évidemment, avoir la main sur une GTX 1080 Ti, c'est pas facile, ok? Prochaine news, Nintendo Switch, les reviews sont disponibles. La sortie officielle était le 3 mars, il me semble, hein, je ne sais plus exactement, mais les reviews sont déjà disponibles. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une assez bonne console. L'écran 720p n'est pas le meilleur, mais voilà. Il manque un petit peu de luminosité, par exemple, si vous êtes dehors. Donc si vous êtes un gamer qui aime bien jouer dehors, avec votre Game Boy ou autre chose, votre PSP Vita ou même votre téléphone, l'écran de la Switch a un petit peu du mal à atteindre une luminosité suffisante pour que ce soit bien visible en plein soleil. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Et un autre problème aussi, c'est que la batterie dure pas très longtemps. Bon, ça, c'est très prévisible parce qu'elle utilise quand même une puce Nvidia qui est assez performante. Elle a même on avait pu voir dans les photos de presse. Si j'arrive, voilà, elle a un petit, vous voyez, elle a une petite truc d'aération, donc il y a un petit ventilateur dedans qui est apparemment assez silencieux, donc aucun problème à ce niveau-là. C'est juste que, évidemment, s'il y a besoin de le refroidir, c'est que ça consomme, et du coup, la batterie va vite se faire vider de son énergie par le processeur. Donc ça, c'est un autre problème, c'est une batterie un peu faible, ça peut être un peu gênant. Donc faudra voir. Après, comme la Switch utilise un port assez standard, vous pourrez toujours, à mon avis, acheter des batteries externes pour pouvoir la recharger pendant que vous êtes en déplacement ou autre chose. Donc voilà, ça va. Et le dernier gros problème qu'il y avait un petit peu avec la Switch, c'était évidemment le prix des accessoires qui est un peu prohibitif, hein, on va être honnête. Après, si vous n'avez pas besoin d'accessoires supplémentaires, ça va, avec ce qu'il y a fourni de base avec. Mais si vous avez par exemple besoin du Gamepad Pro et tout ça, ça fait un peu cher quand même, donc voilà. Maintenant, la véritable question, et ça c'est Nintendo qui devra y répondre dans les mois à venir, c'est les jeux vidéo qui sortiront dessus. C'est bien d'avoir une bonne console, mais c'est mieux d'avoir beaucoup de jeux vidéo à jouer dessus. Et ça, c'est toujours un problème que Nintendo a eu, donc on verra bien. Mais bon, de ce que j'ai pu voir, apparemment, le dernier Zelda est pas trop mal, donc ma foi, ça c'est déjà ça. Alors, 3310, le Nokia 3310, il a été annoncé. Je vous avais dit la semaine dernière que la conférence était un petit peu après le moment où je tournais la vidéo, donc je ne pourrais pas mettre d'informations. Donc, il a été annoncé officiellement, donc voilà à quoi il ressemble. Il a 4 coloris. Alors,
ils mettent beaucoup en avant la version rouge, mais honnêtement, je la trouve assez moche, hein, on va être honnête. Mais la version, donc ça, c'est la couleur originale du 3310, est beaucoup plus classe, là, par contre. Le design reste... Ça reste inspiré du 3310 de base, original, mais plus moderne. Franchement, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est pas... On s'en fiche du design, c'est pas le but de ce téléphone. C'est juste qu'il devrait peut-être arrêter de montrer la couleur rouge qui est vraiment un peu trop agressive. Il devrait juste montrer celle-là qui est, selon moi, plus intéressante. Par contre, bon, au niveau logiciel, ça utilise un petit logiciel custom Nokia, j'allais dire Nvidia. Donc vous avez quelques options. Le 3310 supporte Internet, mais en 2,5G maximum. Donc c'est juste vraiment pour aller checker quelques trucs vite fait. C'est pas vraiment pour, on va dire, regarder des vidéos YouTube, hein, voilà. Mais en même temps, c'est un petit peu le but de ce téléphone, c'est rester très simple et pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de faire plus. Ils ont mis aussi un appareil photo à l'arrière, ce qui est toujours sympathique si vous avez besoin de prendre une photo. Je sais pas, moi, vous avez un problème, prendre une photo, ça peut toujours être pratique, voilà. Même si c'est pas hyper nécessaire. Ce qui est bien, c'est qu'ils offrent quand même des fonctionnalités utile, mais pas trop extravagant pour un prix d'une quarantaine d'euros. Et c'est ça qui est le plus important. La batterie devrait durer 30 jours, comme indiqué, ce qui est la norme pour des téléphones à ce prix-là, pour information. Nokia, enfin Microsoft vendait déjà des téléphones. Mon frère et ma soeur ont tous les deux le même téléphone. C'est un téléphone Microsoft qui dure aussi une trentaine de jours au niveau batterie, si vous n'y touchez pas trop. Honnêtement, ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ce qui est même limite un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu peut-être attendre un petit peu plus. Mais bon, je pense que c'est à peu près la même... Enfin, après, ils disent 30 jours, mais franchement, s'il est là à rien faire, vous le laissez, vous y touchez pas, à mon avis, il durerait quand même plus que 30 jours. Hein. Là, ils disent 30 jours, à mon avis, plus d'utilisation un peu mixte, donc c'est pas forcément le plus représentatif. Par contre, un truc qui m'a déçu un petit peu, bon, je vais peut-être être un peu... paraître un petit peu, on va dire, difficile. C'est au niveau du Snake. Bon, évidemment, le Snake était très connu sur le 3310. La sonnerie aussi du 3310 était très connue. Ils ont fait une version plus moderne. Mais surtout, le Snake était très connu. Et ils ont fait une version, si vous regardez en 3D. Et en fait, le serpent bouge dans tous les sens. C'est pas juste, vous êtes droit, puis vous allez comme ça, puis vous remontez, ou autre chose. Non, là, vous allez dans tous les sens que vous voulez. Et ça, je trouve vraiment dommage parce que ils n'avaient pas besoin, je veux dire, voilà quoi, ils avaient juste besoin de faire un Snake un peu plus moderne, mais juste garder le même principe du Snake, quoi. C'est pas le Snake, ça c'est autre chose selon moi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Parce que clairement, ce téléphone est fait pour des gens qui avaient un 3310 dans le passé et qui veulent, on va dire, un peu le même genre de téléphone. Et ces gens-là sont des experts au Snake parce qu'ils ont dû y jouer pendant des mois et des années. Du coup, leur mettre un Snake totalement différent, c'est un peu stupide. C'est genre, on dirait juste, je sais pas, Nokia, voilà. Je peux paraître un peu, je sais pas, est-ce que je suis raisonnable en me disant ça ou est-ce que ça vous semble logique? Bref. Dans tous les cas, ça reste juste une présentation, pas encore de test. Une chose est sûre, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la résistance du téléphone. Et la véritable batterie en utilisation réelle. Donc s'il a une très bonne batterie et qu'il est très résistant, nickel, aucun problème. Maintenant, honnêtement, selon la qualité de ce qu'on peut voir dans les vidéos, vous voyez la qualité un peu du plastique, je suis pas sûr. Après, ça dépend aussi de la construction interne du téléphone, s'il a un bon châssis en quelque sorte. Donc on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il doit être résistant, ok? Ça doit être un très bon téléphone, très résistant. Que même si vous roulez dessus avec une voiture, il résiste, parce que l'original, le 3310, résistait à ça, et c'est ça, j'espère vraiment, je l'espère, qu'ils ont fait en sorte que ce soit vraiment le cas. Après, selon le design quand même, vous voyez que la taille de l'écran et tout ça, je suis pas convaincu qu'il soit si résistant que ça. Donc ça va être un petit peu peut-être le point négatif, peut-être une déception en fait, parce qu'ils n'auront pas été jusqu'au bout, ils n'auront pas fait un véritable tank, que ce soit niveau batterie, résistance, et qui seront un peu trop... ils auront peut-être un peu trop voulu rafraîchir le design et faire un truc plus joli, mais au final qui est moins résistant. Donc, on verra bien. En tout cas, moi, je suis pas convaincu, honnêtement. Voilà. J'attends des reviews. Parce que moi, ça m'intéresse. Genre, ça me dérangerait pas d'avoir un téléphone de secours comme ça, en plus.
peut-être pour mettre un numéro plus professionnel ou un numéro spécial que je donne plus à des partenaires plutôt qu'à ma famille et tout ça. Donc moi, ça m'intéresserait en tout cas d'en avoir un et j'aimerais qu'il soit résistant et que la batterie dure très longtemps. Donc ouais. Alors, maintenant, une petite rumeur au niveau de l'iPhone. Donc le prochain iPhone, l'iPhone 8, qui sera annoncé plus tard dans l'année, hein, évidemment, parce qu'ils en annoncent un toutes les années. Il y a une rumeur comme quoi il pourrait utiliser un USB Type C. Donc ça, c'était quelque chose prévisible, parce que Apple utilise du USB Type C sur tous leurs nouveaux appareils depuis quelques temps, pas sur l'iPhone 7 évidemment, donc sur les MacBook, sur les Mac, enfin tout ce qui est sorti en fait, Apple utilise un USB Type C ces derniers temps en tout cas, et en plus ils font partie du consortium qui a créé l'USB Type C, donc c'est plein de marques qui se sont mis ensemble, ils se sont dit ok, on va créer un nouveau format pour l'USB, ok, ce sera l'USB Type C, donc Apple en fait partie, donc c'était juste une question de temps avant qu'ils y passent. Maintenant, la question est, bon, ça reste une rumeur. La question est, c'est que moi, pourquoi ils y sont pas passés tout de suite? J'avais dit quand l'iPhone, bon ça, j'avais pas dit sur cette chaîne-là, mais j'avais dit quand l'iPhone 7 est sorti, qu'à mon avis, ils le gardaient pour une prochaine mise à jour, comme ça, pour justifier, genre, regardez l'iPhone 8, en plus d'être légèrement différent, il a aussi un USB Type C. J'avais dit qu'il gardait certainement cette fonctionnalité pour faire un petit peu, genre pour donner un peu l'impression qu'il y a plus de mises à jour sur l'iPhone 8. Et j'ai un peu l'impression d'avoir raison en voyant ça. Mais évidemment, ça ne veut pas dire aussi que ça arrive, vu que ça reste une rumeur. Mais évidemment aussi, peut-être que Apple n'était pas prêt encore à passer USB Type C sur son téléphone, tout simplement. Parce que beaucoup de gens ont des chargeurs en Lightning. Tous leurs accessoires sont Lightning. Ils étaient peut-être pas encore prêts à passer sur USB Type C. Ils voulaient pas embêter les gens tout de suite, même s'ils l'ont fait sur leur Mac. Donc on verra bien. C'est une bonne chose en tout cas, parce que ça, pour la première fois depuis je ne sais combien, enfin, pour la première fois en fait tout court, vous pourriez juste avoir un chargeur en USB Type C qui marche sur un iPhone et sur un téléphone Android, parce que les derniers téléphones Android utilisent l'USB Type C, donc ça, bah, c'est enfin, cool. Il y a aussi une autre rumeur, c'est qu'un des iPhones pourrait utiliser un écran OLED, donc Apple n'est jamais passé à l'OLED. L'OLED, c'est dur à dire comme ça. Le OLED, c'est une nouvelle technologie de LED. Donc, en gros, la plus grosse différence par rapport au LCD ou même le plasma, c'est que vous n'avez pas un rétroéclairage derrière l'écran. C'est que chaque pixel est une LED, en fait. Du coup, ça permet d'avoir moins de problèmes par exemple, un des problèmes qu'on a avec le backlight. Donc en gros, sur un écran LCD, vous avez les cristaux LCD un peu partout qui peuvent s'orienter. Enfin, en gros, je reste très simple, mais les cristaux LCD, selon leur état, affichent une couleur, donc bleu, rouge ou vert. Et du coup, à cause de la lumière derrière, qui sont des LED blanches, la lumière passe à travers le cristaux LCD, et c'est ça qui vous donne la couleur de l'écran, le pixel. Donc, en gros, le problème, c'est que des fois, quand vous mettez votre... par exemple, quand vous affichez du noir, un écran noir, mais vous voyez qu'il est lumineux, vous voyez que l'écran est allumé, c'est pas vraiment du noir, il y a de la lumière derrière, on le voit, et c'est ça le blacklight que vous voyez, enfin, c'est le rétroéclairage qui est derrière. Un autre problème aussi, c'est que des fois, le rétroéclairage n'est pas fixe. Des fois, vous voyez un peu plus de lumière dans un coin de l'écran, un petit peu moins dans l'autre coin, donc c'est pas parfait. Avec l'OLED, aucun problème. Chaque pixel est une LED. Donc chaque pixel peut s'éteindre. Donc quand l'écran est noir, il est noir. Il est éteint à 100%. Et c'est pour ça que les téléphones OLED, qui ont des écrans OLED, ont par exemple des thèmes basse consommation où l'interface devient noire. Et vous pouvez franchement économiser pas mal de batterie avec ça. Donc je suis content de le voir arriver enfin, parce que c'est quelque chose qui va sacrément améliorer la durée de vie des batteries des iPhones, parce que je vous rappelle que l'écran est l'un des plus gros consommateurs d'énergie dans un téléphone, le processeur en est un autre. Du coup, c'est une bonne chose pour vous. L'OLED n'est pas parfait par contre, hein. Il coûte un peu cher. Bon, après c'est Apple, donc si vous vous plaignez du prix chez Apple, je sais pas ce que vous faites là. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il a des problèmes de durée de vie. L'OLED n'est pas parfait, c'est encore un petit peu en test, c'est pour ça qu'il n'y a même pas encore vraiment d'écran PC en OLED. Il y en a quelques-uns qui ont été un petit peu annoncés, des prototypes qui ont été montrés, mais il n'y en a pas vraiment parce qu'en fait, il souffre aussi d'un autre problème, c'est que vous devez le savoir,
on a des économiseurs d'écran dans Windows. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? C'est en fait à une époque, dans les premiers écrans LCD, tout ça, c'est que l'image qui était affichée sur l'écran pouvait rester, et c'est même encore avant le LCD en fait, hein, mais l'image pouvait rester figée sur l'écran si vous la laissiez un peu trop longtemps. Du coup, ils ont créé une technologie, c'est l'économiseur d'écran, enfin une technologie, c'est juste un truc qui fait en sorte que, au lieu de, si vous laissez votre PC allumé, mais il n'y a pas toujours la même chose affichée. Au bout d'un moment, il y a un truc qui dynamique s'affiche et ça empêche l'image de se fixer sur l'écran, qui était très dangereux parce que vous pouviez vous retrouver avec une image fixée. Enfin, elle n'était pas entièrement fixée, mais vous pouviez vous retrouver avec un truc, une sorte de fantôme un petit peu visible. Et le OLED souffre du même problème. C'est pour ça qu'ils utilisent surtout sur les TV et sur les téléphones, parce que le téléphone, vous éteignez souvent l'écran, donc aucun problème d'image qui reste fixe. Et sur les TV, ben, l'image change tout le temps, il y a très peu d'interface sur les TV, mais ça pourrait, même si vous avez une TV, par exemple, si vous avez une TV et que vous regardez tout le temps la même chaîne, qui a un logo au-dessus à gauche, par exemple au-dessus à gauche, voilà, l'autre gauche, ce logo pourrait rester fixé au bout d'un moment, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'utilise pas trop sur les PC, parce que sur les PC, le problème c'est qu'il y a des trucs qui restent fixes tout le temps, genre la barre des tâches de Windows. Il y a des trucs qui sont toujours là pendant des heures, et c'est très mauvais pour l'OLED. Après, ils arrivent quand même à améliorer ça, hein, donc ne vous inquiétez pas. Moi en tout cas, j'ai hâte qu'ils améliorent ça, parce que j'aimerais... Les écrans OLED sont juste parfaits en fait. Ils ont un contraste parfait, comme je vous ai dit, ils peuvent éteindre les pixels. Les couleurs sont excellentes. Ils ont des temps de réponse très très bons. Donc vous pourriez avoir des écrans 100 Hz sans problème, 120 Hz, même plus, qui ont des très bonnes couleurs. Et voilà. Mais bon, pour l'iPhone, c'est pas vraiment un problème. C'est juste que c'est clair, c'est pas un iPhone que vous pourriez garder 6 ans. Parce qu'au bout d'un moment, l'écran va avoir des problèmes en fait. Il y a aussi un autre problème avec l'OLED, c'est que au bout d'un moment, les couleurs deviennent un peu plus alternissent en fait. Donc voilà, c'est pas parfait, mais je pense que c'est pour un téléphone, ça va. Et enfin, dernière news, tout en restant dans les téléphones, mais beaucoup moins cher là, le Moto G5 et G5 Plus ont été annoncés au MWC. Donc je vous avais dit qu'il y aurait aussi une conférence Lenovo, Motorola, vu que Motorola a été racheté par Lenovo. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est des téléphones qui ont été plutôt bons, qui coûtent pas trop cher. Là, on parle d'en dessous de 300 €, pas comme l'iPhone qui est beaucoup plus cher. Donc là, c'est une news qui est plutôt pour ceux qui veulent pas des téléphones trop chers. C'est pas du haut de gamme, hein, c'est clairement du milieu de gamme ça. Du coup, ils ont annoncé des nouveaux téléphones. Donc vous avez le G5 et le G5 Plus qui a des plus. Voilà, enfin, bien souvent c'est écran un petit peu plus grand et tout ça. Hein. Donc quelques spécifications. Bon. Snapdragon 625 pour le G5, plus Snapdragon 430 pour le G5. Vous avez un 13 mégapixels sur le G5. Et bon, après, ça veut rien dire, hein, parce que comme je vous ai dit, le traitement des photos, ça dépend aussi du logiciel, tout ça, ça dépend de la marque. Enfin, l'iPhone a un téléphone, l'iPhone a un appareil photo qui n'a pas beaucoup plus de mégapixels, pourtant ils ont de bien meilleures photos. Il y a aussi l'aperture de f.7 qui permet d'avoir un petit peu plus de lumière dedans. Donc il est un peu plus ouvert pour information, donc ça permet d'avoir plus de lumière qui rentre dans le capteur pour avoir des meilleures photos. Et des meilleures photos aussi quand la lumière est plus basse. Donc ça c'est toujours bien. Donc voilà les spécifications un peu complètes. Donc 5 pouces Full HD pour le Moto G5, 5,2 pouces Full HD pour le Plus. 2 Go de RAM pour le G5 et 3 Go de RAM pour le Plus. Donc de spécifications assez honnêtes. 2800 mAh et 3000 mAh. Donc là encore une assez bonne batterie. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est largement suffisant. Et un port micro USB parce qu'on reste assez sur du moyenne gamme. Donc forcément ils vont pas sortir l'USB type C ou autre chose. Donc voilà. Ils sont pas trop mal. Il faut aimer le design, c'est sûr. Mais je pense que ce seront des bons téléphones pour ceux qui veulent pas trop casser la tirelire non plus. Et voilà, c'est un truc pas trop mal. Après, il faut attendre de voir le test. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des news. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. Comme je l'ai dit, je tourne un petit peu à l'avance, donc peut-être qu'il y aura quelque chose d'important assez annoncé, peut-être vendredi ou autre chose, mais ça je l'aurais manqué parce que je tourne cette vidéo le jeudi. J'essaie d'attendre le plus longtemps possible, aussi la sortie de Ryzen pour pouvoir en parler, mais évidemment je ne peux pas non plus tourner la vidéo juste avant d'aller à la Made in Asia, donc bref. Dans tous les cas,
Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain texte à ma show. Je vous dis salut à tous.